RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Et ensemble, nous recevons Manuel Bompard. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes coordinateur de la France Insoumise et député des Bouches-du-Rhône. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comment la France Insoumise a vécu la journée d'hier au Congrès de Versailles qui a sanctuarisé la liberté d'avorter dans la Constitution ? On l'a vécu comme une journée historique, une décision historique. Et l'aboutissement d'un long combat, d'une longue bataille. Et moi, hier, en votant en faveur de cette inscription de l'IVG dans la Constitution, j'ai pensé à toutes ces femmes qui se sont battues pendant des décennies pour avoir ce droit, dans un premier temps. Et puis ensuite, pour garantir le fait que cette liberté soit inscrite dans la Constitution. C'était aussi l'aboutissement d'un combat politique, puisque en ce qui nous concerne, dès la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon en 2012, nous disions que nous étions favorables à l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. À l'époque, tout le monde trouvait ça un petit peu bizarre. L'année dernière, dans la mandature précédente, nous avions déposé des amendements sur le sujet. À l'époque, les députés macronistes s'y étaient opposés. Et j'ai été satisfait hier de voir que finalement tout le monde s'était rallié à notre position. Oui, alors vous avez le don quand même chez les Insoumis de gâcher parfois des belles journées où il y a, on va dire, il y a une... C'est votre point de vue, ça, parce que pour moi, la journée n'a pas été gâchée. Écoutez, je vais juste vous le lire, après je laisse la parole à Frédéric. Enfin, le tweet de Jean-Luc Mélenchon en parlant de discours de Gabriel Attal. Attal, minable petit, invisibilise le rôle des Insoumis. Et la présidente Mathilde Panot, sexisme et sectarisme typique d'un homme sans consistance qui n'a jamais mené un combat à long terme. C'était gâcher une belle journée quand même. Non, pas du tout, mais il y avait beaucoup de mesquinerie et de petitesse dans l'intervention du Premier ministre hier, puisqu'à un moment, il a commencé à citer l'ensemble des figures, en particulier des femmes qui s'étaient battues pour ce droit à l'IVG, qui ensuite s'étaient battues pour étendre ce droit à l'IVG, puis il s'est arrêté un moment et il a oublié de citer Mathilde Panot, qui est quand même la présidente de mon groupe, mais surtout celle qui avait fait en sorte que la première fois à l'Assemblée nationale, une loi demandant l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution soit adoptée. On n'a pas rendu à César ce qui est à César. Mais il n'y avait pas seulement Mathilde Panot, pour être tout à fait clair. Mélanie Vogel, qui est sénatrice écologiste, qui ensuite avait repris ce texte de loi au Sénat. J'aurais pu citer des sénatrices communistes qui avaient fait des propositions sur le même objet pendant la mandature précédente. Et je trouvais ça assez grossier de la part de M. Attal d'invisibiliser ces figures-là alors qu'il en citait d'autres, tout simplement. Donc c'est lui qui, il me semble, dans un moment comme ça, qui devrait être un moment d'unité nationale, aurait pu éviter ce type de mesquinerie. Alors vous, sans doute, pour rattraper ce que vous considérez comme une boulette ou comme une mauvaise manière politique, vous avez voulu visibiliser, peut-être même survisibiliser Mathilde Panot, avec ce photomontage de Mathilde Panot et Simone Veil, avec cette légende « On l'a fait », qui a choqué le petit-fils de Simone Veil, qui parle d'indignité. Vous assumez sans le moindre scrupule ce photomontage ? À aucun moment j'ai lu les Insoumis comparent Mathilde Panot et Simone Veil. Bien évidemment qu'on ne fait pas de comparaison de cette nature. Et elles sont face à face. Ça ne veut pas dire qu'elles sont équivalentes. Mathilde Panot semble regarder Simone Veil et dit on l'a fait. Oui, il s'agissait tout simplement, mais on n'est pas les seuls à l'avoir fait. J'ai rendu hommage tout à l'heure à des associations, à des femmes qui s'étaient battues sur le sujet. Et il s'agissait simplement de dire que l'inscription de cette liberté dans la Constitution était une manière, en quelque sorte, de continuer sur le sillon qu'a ouvert Simone Veil en obtenant le vote de cette loi, tout simplement. Donc j'ai trouvé cette indignation un peu surjouée. Et puis je me rappelle quand dans d'autres moments, d'autres responsables politiques, je me rappelle avoir vu par exemple une photo d'Anne Hidalgo à côté de Simone Veil et personne à l'époque disait « Madame Hidalgo cherche à récupérer Simone Veil ». Donc j'ai trouvé qu'on était là face à une indignation qui était, il me semble, extrêmement surjouée. Mais j'ai bien compris qu'il y avait à l'égard de la France Insoumise un pilonnage médiatique permanent. Votre mouvement est devenu incandescent, en fait. Non, c'est pas qu'il est incandescent, c'est que quand on obtient une grande victoire idéologique
Parce qu'encore une fois, quand nous avons défendu, il y a plus de 10 ans de ça, l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution, tout le monde nous regardait de haut. Que Mme Braun-Pivet, qui hier présidait le Congrès, il y a encore quelques mois de ça, votait contre à l'Assemblée nationale, prenait dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale la parole pour s'opposer à l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. J'ai bien noté que quand on avait cette belle victoire idéologique, il fallait essayer de salir ça en essayant d'invisibiliser à la France insoumise ou de déclencher des polémiques sur notre compte. Nous arrogeons pas tout seuls la victoire d'hier. Nous savons à qui nous la devons, à ces associations, à ces femmes, à ces collectifs qui se sont battus pendant des décennies et des décennies pour l'obtenir. Mais nous prenons notre part dans cette bataille et nous aimerions tout simplement pas en être totalement écartés. C'est simple, il me semble. Alors, vous ajoutez une autre réaction tout de même sur le sujet, celle de la députée Renaissance Caroline Yadan, qui dit « Ce face-à-face entre la grande dame qui a combattu toute sa vie l'antisémitisme et l'extrémiste vulgaire qui passe son temps à attiser la haine des juifs au sein de notre nation est infamant. » Les accusations d'antisémitisme à l'égard de LFI et de Jean-Luc Mélenchon, nommément, sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus explicites. Dimanche dernier, le ministre de la Justice l'a dit clairement. Ce sont des accusations extrêmement graves. Comment LFI entend-elle plutôt réagir ? Mais écoutez, d'abord, ce sont des accusations infamantes et qui ne s'appuient sur aucune démonstration concrète. Je rappelle que dans ce pays, l'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Oui. Donc, or, quand on traite quelqu'un de LFI d'antisémite, attendez, s'il s'estime que c'est un délit... Je vais vous répondre. Oui. Mais si on considère que telle ou telle formation politique ou tel responsable politique sont antisémites, alors il faut aller devant la justice, il faut porter plainte et il faut obtenir leur condamnation. Or, j'observe que désormais, il y a une spécialité, c'est de venir sur les plateaux de télévision pour jeter des anathèmes sur les dirigeants de la France insoumise, sans jamais aller au bout de la logique, c'est-à-dire sans jamais dire pourquoi et pourquoi, parce qu'ils savent très bien que si ça allait devant la justice, à aucun moment nous avons eu quelque ambiguïté que ce soit sur la question de l'antisémitisme. Et nous avons toujours dit, Jean-Luc Mélenchon l'a dit à l'époque, je le redis aujourd'hui, que toute personne en France de confession juive, quand elle sera attaquée ou quand elle est attaquée en raison de sa confession religieuse, elle nous trouvera toujours à ses côtés. On a toujours été extrêmement clair sur ce sujet. Donc je trouve que ces anathèmes permanents, cette manière d'essayer de nous stigmatiser de manière mensongère, odieuse et infamante doivent s'arrêter parce que c'est insupportable. Alors, jeter des anathèmes, Monsieur Bompard, oui. Et à propos d'affiches, la France insoumise ne manque pas vraiment d'imagination. Pour votre campagne, pour lancer les européennes, eh bien, votre mouvement a fait une série d'affiches. Exemple, les riches votent et vous. Et là-dedans, vous prenez des figures. La figure là, on voit Nathalie Saint-Cricq, la journaliste de France Télévisions, celui du milliardaire Bernard Arnault ou de Manuel Valls. Donc là, vous parliez de jeter des anathèmes. Donc, la question est claire. Quels sont vos critères pour le choix de ces visages ? Mais madame, en quoi le fait de dire qu'une personne vote serait un anathème contre elle ? Non, mais répondez tout simplement à ma question. C'est moi qui vous pose une question. Dans cette affiche, pourquoi il s'agit vous tout simplement de dire que des figures qui sont des figures identifiées par le grand public, qui ont l'habitude de prendre la parole, de s'exprimer. À Bernard Arnault, milliardaire, et vous êtes les riches, ils sont pas équivalents. Ils ne sont pas équivalents. Bon. Mais pourquoi vous prenez, par exemple, le visage d'une journaliste du service public ? Mais parce que quand vous dites que les riches votent. Mais expliquez-nous. Je vous réponds tout simplement parce que c'est une figure très identifiée. Et que, comme quoi semble... Pardon ? Identifiée comme quoi ? Comme journaliste, comme éditorialiste. On la voit à la télévision. Et il s'agit... Attendez, parce qu'il faut quand même revenir sur l'objectif de cette campagne. Il s'agit tout simplement d'inciter les Françaises et les Français à s'inscrire sur les listes électorales. Il va y avoir des élections européennes le 9 juin, et on peut s'inscrire... Attendez, je termine. On peut s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au 3 mai. Peut-être ne savez-vous pas qu'à peu près 10 millions de personnes dans ce pays sont soit non inscrits, soit mal inscrites sur les listes électorales. Non, mais ça vous intéresse pas, mais moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire 20% de la population qui, le jour du vote, ne peut pas aller voter parce qu'ils sont non inscrits ou mal inscrits sur les listes électorales. Vous dites jeter les anathèmes, mais là, vous mettez le visage de personnalité. Attendez. Comme la police américaine mettait « wanted »
sur les affiches. Il y a écrit Wanted sur mes affiches? Non, enfin, bon, écoutez... Non, mais vous avez été, attendez, vous avez été plus clair ailleurs. Vous avez dit que les personnes très que clair, vous avez représentées sur ces affiches étaient pour vous des représentants ou des représentantes de l'ordre établi. C'est vrai, bien sûr. Donc, mais je n'ai pas de problème à le dire. Mais jusqu'à preuve du contraire, il me semble pas que c'est pas tout à fait interdit dans notre pays de dire que telle ou telle personne sont, de mon point de vue, des tenants de l'ordre établi. Oui, mais et comme je veux inciter les gens à s'inscrire sur les listes électorales et à voter pour changer pour le système, et ben je leur dis, si vous n'allez pas voter, il n'y a que les tenants de l'ordre établi qui vont voter. Vous parliez de jeter des... C'est simple. Manuel, il n'y a aucun anathème dans ce que je fais, aucune insulte, vous disiez, on jette des anathèmes. Là, en l'occurrence, c'en est un. Non, toujours pas, mais vous pouvez reposer 15 fois la question si vous voulez. On va pas y passer la nuit. Mais non, on va pas y passer la nuit, mais moi je suis très content que ce sujet vienne sur le devant de la table parce que ça permet de parler du fait qu'il faut s'inscrire sur les listes électorales. Donc nous, on a ouvert un site internet, onvoteinsoumis.fr. Vous pouvez aller vérifier si vous êtes bien inscrit sur les listes électorales. Si vous n'êtes pas bien inscrit, vous pouvez procéder à votre inscription sur les listes électorales. Mais madame, vous tombez exactement dans tous les pièges que l'on vous tend, c'est pas moi que ça va poser des difficultés. Si la France insoumise était au pouvoir, qu'est-ce qui arriverait à ces gens qui sont sur les affiches? Strictement rien. Et les golfeurs non plus? Alors, non, les golfeurs votent aussi. Et vous, les golfeurs, ce sont les représentants de l'ordre établi, les golfeurs? C'était une provocation qui Parce que le golfeur, c'est la caricature du riche, du bourgeois. A bien fonctionné. Et je ne crois pas que l'ensemble des golfeurs soient riches, ni que l'ensemble des riches soient golfeurs. Peut-être des golfeurs et LFI. Il y en a d'ailleurs, j'en connais. Donc vous voyez, il s'agissait aussi d'une forme de mais il leur arriverait rien si non, par contre, attendez, il y a un sujet de fond derrière. Et je n'en rends pas l'ensemble des golfeurs responsables. Peut-être ne savez-vous pas que... La sécheresse, non, mais c'est pas un petit sujet. Chaque jour, Ouais. L'eau qui est utilisée pour les golfs est équivalent à l'eau que consomme l'ensemble de la population mondiale. Peut-être ne le savez-vous pas. Donc, je me permets de dire chaque journée, ce qu'on consomme dans une journée pour boire est équivalent à ce qu'on consomme en une journée pour arroser les golfs. Alors, vous avez raison. Je pense qu'on a le droit de poser ce sujet sans que ça soit stigmatisant pour l'ensemble des personnes qui pratiquent le golf. Vous avez raison, on tombe dans le piège parce que vous nous baladez bien. Donc, on va passer à un autre sujet. Mais c'est pas, moi, je suis pas là pour vous balader. Je suis là pour parler de l'inscription sur les listes électorales. Moi, j'ai posé la question il y a 3 semaines. Écoutez, j'ai pas l'intention de vous mettre en laisse, puisque c'est vous qui utilisez cette expression. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 3 semaines, j'ai envoyé un courrier à M. Darmanin pour lui demander qu'est-ce qu'il comptait faire, lui, pour créer une campagne d'inscription sur les listes électorales. Il ne me répond pas. Donc ensuite, j'utilise les moyens à ma disposition pour faire en sorte qu'on puisse en parler. Et je suis très content qu'on puisse en parler parce que c'est un sujet majeur. Oui. Alors, Emmanuel Macron est en visite aujourd'hui à Prague. Il assume ses propos de la semaine dernière sur la possibilité d'envoi de troupes au sol. Je vous propose de l'écouter et vous réagissez. Allez, on y va. Nous abordons à coup sûr un moment de notre Europe où il conviendra de ne pas être lâche. On ne veut jamais voir les drames qui viennent. On ne veut jamais voir ce qui se joue. Et je crois que nos 2 pays ont conscience de ce qui est à l'œuvre en Europe. Du fait que la guerre est revenue sur notre sol, que des puissances devenues inarrêtables sont en train d'étendre la menace, chaque jour de nous attaquer nous-mêmes davantage. Qui a lancé la guerre en Ukraine? Vladimir Poutine. Qui menace, quoi que nous fassions, quoi que nous disions, avec l'arme nucléaire? Le président Poutine. Tournez-vous tous vers lui pour savoir, lui, quelles sont ses limites stratégiques. Mais si chaque jour, nous expliquons quelles sont nos limites, face à quelqu'un qui n'en a aucune et a lancé cette guerre, je peux déjà vous dire que l'esprit de défaite est là qui rôde. Pas chez nous. Alors voilà, l'esprit de défaite est là, il rôde. Quand il dit esprit de défaite, est-ce qu'on comprend, par exemple, historiquement, l'esprit de Munich, enfin l'esprit munichois, c'est-à-dire ceux qui savent le prix de ne pas faire la guerre? Je trouve que cet exercice d'auto-justification que vous venez de passer est assez pitoyable, en vérité. Tout le monde sait que le président de la République a tenu la semaine dernière des propos irresponsables qui ont immédiatement d'ailleurs été condamnés par à peu près l'ensemble des puissances, y compris de l'OTAN, qui ont vu l'ensemble de nos alliés. C'est pas une posture, ça? L'ensemble de nos alliés dire non, il ne peut pas en être question, et ont vu une condamnation très claire, y compris dans la classe politique en France. Donc il cherche maintenant à reculer. Il a eu différents types de reculades. Au début, il nous a dit que ce n'était pas vraiment des troupes, c'était des instructeurs ou je ne sais quoi, ou des formateurs. Ensuite, il nous a expliqué qu'il s'agissait de créer une ambiguïté stratégique, c'est-à-dire de ne pas dire vraiment ce qu'on comptait faire,
Mais sauf que le résultat produit est le résultat exactement inverse, puisque l'ensemble des autres puissances dans le monde ont dit qu'elles excluaient, elles, le fait d'envoyer des troupes en Ukraine. Donc si ça devait produire une ambiguïté stratégique, permettez-moi de vous dire que le résultat obtenu est le résultat exactement inverse. Si on veut créer une ambiguïté stratégique, le mieux c'est de se taire. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que Vladimir Poutine n'a pas d'autres ambitions, ne fait pas peser des menaces sur d'autres pays que l'Ukraine ? Mais sans doute qu'il fait peser des menaces sur d'autres pays que l'Ukraine. Mais mon sujet à moi, c'est comment on fait en sorte que ça s'arrête. Or, je pense et j'assume de dire que, de mon point de vue, la voie militaire, l'issue militaire, l'idée qu'on pourrait gagner militairement contre une puissance qui dispose de l'arme nucléaire me paraît être un vœu pieux et une impasse totale. Donc je pose la question de la négociation stratégique, de la négociation diplomatique, de faire en sorte de créer le plus rapidement possible les conditions d'un accord de paix. Peut-être que c'est difficile, madame, mais c'est encore plus difficile d'imaginer qu'on va gagner militairement contre une puissance qui dispose de l'arme nucléaire. Donc il n'y a pas d'autre chemin possible que celui de la diplomatie et de la négociation. Oui, alors... Comment on fait ? Eh bien, on cherche à mettre l'ensemble des puissances autour de la table et on pose, comme l'avait dit le président de la République Emmanuel Macron à l'époque, vous voyez, parfois il dit des choses qui ne sont pas complètement absurdes, il avait dit il faudra créer des conditions de sécurité mutuelle. En fait, vous êtes en train, si je vous écoute, Manuel Bompard, il y a une forme de déni, peut-être, de savoir alors qui est véritablement Vladimir Poutine. Ça veut dire que vous lui, dans le fond, vous lui dites, allez, l'homme peut discuter, il peut venir à une table, il est encore capable de réfléchir, capable, c'est pas un fou, on peut lui parler. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Madame, je n'ai aucun déni de la difficulté, de la gravité de la situation. Je pense que ceux qui ont un déni, c'est ceux qui pensent que parce qu'on va multiplier les discours martiaux à la télévision, Vladimir Poutine va arrêter son intervention militaire qui se fait en violation du droit international. Donc je cherche à trouver un chemin qui est précisément un chemin réaliste pour faire en sorte que la paix revienne. Parce que je vous rappelle que chaque jour de guerre supplémentaire, c'est des gens qui meurent en Ukraine, c'est des gens qui meurent en Russie. Et donc je pense que ce serait raisonnable de dire qu'il faut que ça s'arrête. Si une solution diplomatique est encore possible aujourd'hui, pourquoi n'est-elle pas mise en œuvre par la puissance ou les puissances qui pourraient le faire ? C'est aux responsables, au chef d'État, qui on parle, au chef d'État qu'il faut poser cette question. Moi, je pense qu'il est toujours possible d'obtenir la paix. Et quand je dis ça, parce que j'entends, vous dites que vous allez céder à Vladimir Poutine. À aucun moment, le fait de parler de la paix dit qu'il s'agit de céder aux exigences de Vladimir Poutine. Il y a des principes élémentaires de base, c'est le respect du droit international, c'est l'intégrité des frontières, c'est autour de ces principes qui sont mardi, vous allez, il y a un débat, un vote sur l'accord de sécurité que la France a fait avec l'Ukraine. Est-ce que vous allez voter ? Écoutez, si l'objet du vote n'est pas encore tout à fait précis, mais si il y a, comme selon les informations dont je dispose à cet état, s'il y a effectivement dans ce texte la perspective de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et la perspective de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, je suis opposé à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Je pense que ce serait une très mauvaise chose pour nos agriculteurs, pour nos travailleurs, et dans ce cas-là, je m'y opposerai. Merci Manuel Bompard. Merci à vous. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à Flore Simon et Sigrid Azerwal, et merci à toute l'équipe technique. Bonne soirée. Bonne soirée, Frédéric. RFI et France 24 présentent Mardi politique.